Salut à tous. Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, je vous propose d'écouter, comme si vous y étiez, une conférence à laquelle je suis allé le 13 décembre 2022 à Paris. Cette conférence concerne un des êtres les plus étonnants, les plus passionnants de la planète, que vous connaissez sans doute. Il est surnommé le Blob. Un petit nom qui vient d'un film d'horreur bien baveux. Pour les scientifiques, le Blob s'appelle Physarum polycéphalum. Il ressemble à un vilain petit morceau d'omelette, et il vit en forêt, sur du bois mort. Le blob n'est ni un animal, ni une plante, ni même un champignon, contrairement à l'effrayant cordyceps de la série The Last of Us, qui explose et qui me passionne au moment où je vous parle, début 2023. Et c'est déjà la première grande leçon sous le gravillon de ce podcast. Il existe bel et bien, je ne sais pas si vous en aviez l'intuition, la connaissance, d'autres règnes que celui des plantes, des animaux et des champignons. Il y en a beaucoup d'autres de fait. Ils sont rikiki et mal connus, mais ils constituent même l'immense majorité de la biomasse connue de notre planète. Le blob est l'un d'eux. Il faut savoir qu'un blob coupé en deux va donner 2 nouveaux blobs. Encore plus étonnant, sans système nerveux, le blob peut apprendre, mémoriser et même communiquer. Sans pattes, cet être unicellulaire se déplace d'une manière unique au monde, avec un système de 3 pas en avant et de 2 pas en arrière, sauf que ce ne sont pas vraiment des pas, mais des flux et reflux des fluides qu'il a à l'intérieur de lui. Devenu une superstar, il fait partie des rares êtres à avoir été manipulés dans l'espace, et en l'occurrence en plus par notre Thomas Pesquet national. Le blob peut se scinder lui-même en différents morceaux, il peut s'endormir et devenir tout sec pour mieux se régénérer. Rajeunir en roupillant, quoi. C'est l'illustration parfaite du fameux proverbe « qui dort, dîne ». Le blob en a fait vraiment une règle de vie. Composé d'une seule cellule, il peut doubler de taille en une journée. Il peut se déplacer et optimiser sa croissance pour aller se nourrir. Vous allez sourire, contrairement à nous, le blob ne compte pas 2, mais 720 types sexuels. Oui, ça laisse rêveur. Le blob intéresse la recherche, mais aussi l'industrie. Car percer les secrets du blob pourrait permettre aussi d'optimiser les réseaux, car à l'intérieur de son corps, il y a tout un réseau veineux qui lui permet de distribuer les nutriments, les gaz dans la cellule. Il est donc très malléable et très résilient. Des entreprises sont très intéressées par lui dans le but d'améliorer les réseaux Internet, les réseaux informatiques, électriques, et ainsi consommer moins et polluer moins. L'Allemagne, quant à elle, l'étudie beaucoup pour la recherche contre le cancer. La mise en place du système veineux du blob, à partir d'une certaine taille, répond aux mêmes lois physiques que la mise en place des veines dans les tumeurs, qui au début court-circuitent la circulation sanguine. Et grâce au blob, on pourrait mieux comprendre et combattre les prémices du cancer. C'est une piste, il fallait y penser. Dans le milieu naturel, le blob est essentiel. C'est un parfait recycleur. Il mange des organismes et rejette des minéraux dans les sols. Il peut aussi cumuler beaucoup de métaux lourds, et cela donne des espoirs aussi en termes de dépollution. Cet être est vraiment l'une des plus belles rencontres que vous ferez dans Baleine sous gravillon. Et pour vous en parler, je cède donc la parole à celle qui l'a fait connaître, la chercheuse Audrey Dussutour, celle qui l'a rendu célèbre et qui s'est rendue célèbre aussi grâce à lui. Audrey, avec son bel accent aveyronnais et son sourire tellement bienveillant, directrice de recherche au Centre de recherche sur la cognition animale, c'est un mot scientifique qui désigne l'intelligence, au CNRS. Et en toute objectivité, je le dis du fond du cœur, c'est une des meilleures vulgarisatrices que j'ai croisées dans ma vie et dans Baleine sous gravillon. Elle a consacré des dizaines d'articles à son chouchou jaunâtre, et même un best-seller en 2017 qui s'intitule « Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le Physarum polycéphalum sans jamais oser le demander ». Le blob est devenu si célèbre qu'il est même rentré dans le dictionnaire peu après. Quand je suis allé à cette conférence, à la fin, j'ai eu la chance de parler avec Audrey. Elle a offert à tout le monde un petit bout de blob séché qui peut revenir à la vie si on lui donne un peu d'eau, tout simplement. Et donc Audrey, je le disais, nous a accordé un petit entretien que vous entendrez à la fin de cette conférence, c'est-à-dire à la fin de l'épisode 4. Audrey, sachez-le, vient de publier un nouveau livre qui s'intitule plus simplement « Moi, le blob » chez Humaine Science, qui est moitié roman, moitié BD, et que je vous recommande.
d'autant plus qu'il est illustré par un compatriote lorrain qui s'appelle Simon Bailly. Avant de laisser la parole à Audrey, je tiens à remercier Olivia Récassan, qui est la directrice des éditions Humaine Science, qui m'a invité à cette conférence et que j'ai brièvement interviewé à la fin de ce premier épisode que vous allez entendre maintenant. Ainsi que Laurence Honora, qui est une consoeur, comme Olivia d'ailleurs, qui est une ancienne journaliste, qui a enregistré le son de cette conférence et qui me l'a donné parce que le mien, il était tout pourri. Je vous souhaite une très bonne écoute. À bientôt. Merci beaucoup pour cette très gentille introduction. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter ce tout dernier ouvrage. Donc c'est un peu une nouvelle conférence. Alors bien sûr, on va entendre des choses qu'on connaît déjà sur le blog, mais aussi beaucoup de nouveautés. Et donc c'est un ouvrage qui est publié chez Humaine Science et qui est illustré au départ par Simon Bailly. Au départ, le blob, c'est un surnom pour un organisme qui est un petit peu à part, et c'est un surnom qui est tiré d'un film d'horreur américain qui a été montré au cinéma en 1958 et qui, à l'intérieur, le personnage principal, c'était Steve McQueen, et c'est le premier film de Steve McQueen, et c'est pas son meilleur film, je préfère vous prévenir. Le remake de 1988 est bien mieux. Mais c'est ce qui a donné le surnom à cet organisme. Alors, dans le film, le blob, c'est un extraterrestre qui arrive sur la Terre, on dirait une sorte de gelée anglaise, et il commence à manger les gens et à grossir et à grossir et à grossir. Alors, cette histoire, qui est un film, une pure fiction, n'est pas très loin de la réalité. En 1973, aux États-Unis, il y a une dame qui s'appelle Mary Harris qui découvre dans son jardin un petit organisme jaune qui a la taille d'un cookies. Au départ, elle trouve que c'est absolument dégoûtant. Elle prend un râteau, elle l'écrase, elle le partage en plein de petits morceaux. Le lendemain, elle revient exactement au même endroit, juste pour vérifier. Et là, elle retrouve l'organisme et il fait la taille d'une pizza. Donc là, elle se dit, c'est quand même étrange. Elle va chercher dans son garage, elle trouve de l'insecticide, elle pulvérise la chose d'insecticide. La chose change de couleur, devient un petit peu violette. Là, elle se dit, là, je pense qu'elle a son compte. Le lendemain, elle revient, la chose fait 1 mètre carré. Donc là, Marie, elle commence à un petit peu déprimer, elle ne sait pas trop quoi faire. Et donc, qu'est-ce qu'on fait quand on a un problème chez soi et qu'on ne sait pas trop comment le régler? Elle appelle les pompiers. Et elle explique aux pompiers en pleurant, mais cette chose est en train de détruire mon jardin. Alors les pompiers, ils sont un petit peu là, ils ne savent pas trop quoi faire. Ils sortent leur lance à incendie et ils pulvérisent la chose. Il y en a partout dans le jardin. Là, elle se dit, Marie, là, c'est bon. Le lendemain, elle revient, la chose fait 2 mètres carrés. Donc là, vraiment, elle déprime Marie. Et elle appelle la police. Là, on est au Texas. Il y a le shérif qui arrive avec ses colts. Il constate la chose. La dame pleure, donc il ne sait pas quoi faire. Et il commence à tirer sur cette créature en lui faisant des petits trous. Mais bon, la créature finit par continuer à grossir, atteint 4 mètres carrés. Et un jour dans la nuit, elle disparaît complètement. Et donc là, il y a un journaliste qui vient voir Marie et il dit que la seule explication possible, c'est qu'elle ait été visitée par un alien, un extraterrestre. Et donc, ils ont publié cet article donc dans les années 70 dans le Washington Post pour raconter cette histoire, cette visite d'alien. Alors, je vous rassure, le blob n'est pas du tout un alien. C'est un organisme qui vit dans nos forêts. Alors, pendant des très longues années, pendant des décennies, on ne savait pas ce qu'était le blob. Et c'est qu'en l'an 2000 que les scientifiques ont compris ce que c'était. Au départ, quand les scientifiques le regardaient, ils se disaient « Ah, c'est peut-être un animal ». C'est peut-être un champignon, c'est peut-être une plante, mais ils n'arrivaient pas à s'entendre. Et en réalité, le blob n'est rien de tout cela. Ça a été vraiment un très grand mystère, et c'est Sandy Baldoff, une scientifique, qui a fini par percer le mystère. Alors le blob, c'est quoi? Et c'est dans le chapitre d'après, donc dans cet ouvrage, vous allez donc avoir une BD qui raconte cette histoire avec Mary Harris, et après on rentre vraiment dans la biologie du blob, et on va vous raconter en fait la vie du blob avant les humains. Ce chapitre s'appelle la vie avant les bipèdes. Alors la vie commence sur Terre il y a 3,8 milliards d'années et c'est sous forme de bactéries qu'elle apparaît la vie. Et donc les bactéries, ce sont des petits organismes très simples composés d'une seule cellule. Et les bactéries qu'il y avait il y a 3,8 milliards d'années, elles ressemblent comme 2 gouttes d'eau aux bactéries que vous voyez actuellement. Donc elles n'ont pas beaucoup évolué, vous avez exactement les mêmes bactéries. Donc c'est des organismes qui ont dominé carrément le monde pendant plus de 2 milliards d'années. Elles étaient toutes seules, elles étaient peinards ces bactéries.
Il y a 2 milliards d'années est arrivé un événement, c'est aussi une dame qui l'a mis en évidence, Lina Margulies. Elle a montré qu'il y avait une bactérie, parce qu'il y avait plein d'espèces de bactéries à l'époque, qui a mangé une autre bactérie, mais au lieu de la digérer, cette petite bactérie est restée à l'intérieur de la première bactérie. Et ça a créé un organisme beaucoup plus complexe. Et donc ça a créé, c'est l'émergence de ce qu'on appelle les organismes eucaryotes. Nous sommes des organismes eucaryotes. Donc nous sommes composés de cellules qui sont très complexes, avec notre ADN, le mode d'emploi de la cellule, qui est enfermé dans un noyau, alors que chez les bactéries, l'ADN nage complètement librement dans la bactérie et il n'y a pas de noyau. Et les eucaryotes, en fait, c'est tous les organismes vivants, mis à part les bactéries et les archées. Et donc au sein de l'évolution, au fil de l'évolution, en fait, se sont diversifiés et vous allez voir que ça a donné naissance en fait à tous ces organismes, donc les plantes, les champignons, les animaux, etc. Si on organise tous ces organismes dans un arbre phylogénétique, c'est ce qu'on aime bien nous faire les scientifiques classés, à l'école on vous a parlé des animaux, normalement, des champignons, des plantes. Mais je ne pense pas qu'on vous ait parlé des straménopiles, des alvéolés, non plus, les rhizaires, les dicycristés, les excavés. Finalement, on vous parle de pas grand-chose de cet arbre de vie. On vous parle de 3 grands règnes. Et donc, si on regarde les animaux, les champignons, quand vous remontez dans l'arbre, en fait, vous remontez dans le temps. Et vous pouvez voir que donc nos premiers cousins, ce sont les champignons. Et si on remonte encore un peu plus dans l'arbre, on voit un grand règne qui s'appelle les amibozoaires, et c'est là où on va trouver le blob. Donc, pour faire simple, vous êtes plus proche d'une truffe, évolutivement, que d'un blob. Vous avez un lien. Vos cousins proches sont des champignons. Si on prend tous les organismes unicellulaires que vous ne connaissez pas, et on les met dans une balance, blob y compris, et de l'autre côté de la balance, on met tous les animaux, humains y compris, tous ces organismes unicellulaires, ils sont 2 fois plus lourds que tous les animaux. Or, on ne vous en parle jamais. Et là, volontairement, j'ai enlevé les bactéries parce que si je rajoute les bactéries dans ma petite balance, c'est 32 fois le poids de tous les animaux. Donc vous voyez que finalement, le monde, il est unicellulaire beaucoup plus que pluricellulaire. Et pourtant, on ne parle que de ce qu'on voit. Et c'est ce qui est bien dommage. Donc si on veut comprendre la classification du blob, on va d'abord nous classer nous. Nous, on fait partie du règne des animaux. Le règne des animaux, c'est plus de 3 millions d'espèces. Les plus anciens, ce sont les éponges. Vous avez les insectes, les batraciens, les oiseaux, les mammifères. Et dans ce grand règne des animaux, vous avez une classe qui s'appelle les mammifères. C'est 5500 espèces. Et vous pouvez voir qu'il y a une grande diversité de formes, de tailles, etc. Et chaque organisme vivant a un nom latin. Et vous savez très bien que notre nom latin à nous, c'est Homo sapiens. Alors nous, on s'appelait avant Homo sapiens sapiens. Homme sage, sage. Au fil du temps, on a perdu un sage. On peut commencer à se demander pourquoi. Mais on s'appelle maintenant que Homo sapiens. Si on fait maintenant la classification du blob, le blob, lui, fait partie d'un règne qu'on appelle les amibozoaires. Alors les règnes des amibozoaires, c'est un règne qui va regrouper des organismes qui sont tout petits. Les plus grands font en général 200 microns. Ce sont des organismes unicellulaires qui avancent en faisant des excroissances, qu'on appelle des pseudopodes. Et dans ce règne des amibozoaires, vous avez une classe qui s'appelle les myxomycètes. Et c'est là où vous allez trouver le blob. C'est plus de 1000 espèces identifiées à nos jours, mais en réalité, on pense qu'il y en a 10 000. C'est parce qu'il y a très peu de personnes qui étudient les myxomycètes, donc on ne connaît que 10% des espèces. Et là aussi, vous pouvez voir qu'il y a une grande diversité de formes, de couleurs. Et donc nous, on travaille sur une seule espèce qu'on a surnommée blob, mais qui, son nom latin, c'est Physarum polycéphalum. Et donc c'est cet organisme jaune comme une omelette. Donc si on classe le blob au niveau temporel dans l'arbre de la vie, le blob, il apparaît à peu près, les premiers spécimens, c'est 1 milliard d'années. Donc c'est avant les champignons, avant les premiers animaux, les éponges, bien avant les dinosaures et bien sûr bien avant l'humain. Donc vous voyez, c'est vraiment un organisme qui est très très ancien. Donc les blobs, où ça se trouve? On les trouve majoritairement en forêt, sur les écorces des arbres, vous pouvez les voir. C'est souvent après la pluie. Mais vous pouvez aussi les trouver dans des endroits un petit peu plus incongrus. Donc on m'envoie énormément de photos au fil du temps. Et par exemple, il y a des gens qui vont les trouver dans des jardinières de légumes, dans des composteurs,
Vous voyez ici dans une barrique de vin. Ici, c'est dans une salle de bain. Donc, il faut imaginer que la salle de bain est bien humide pour avoir un blob dans sa salle de bain. Et donc, dans la suite du livre, une fois que je vous explique un petit peu l'évolution du blob, je vous explique sa biologie et donc son cycle de vie. Et donc, son cycle de vie, alors là, il faut imaginer. Ça commence par une petite spore. Alors, c'est tout petit, ça fait 50 microns. Et cette petite spore, quand elle va se trouver dans un milieu humide, elle va germer et donner naissance à une toute petite amibe. Cette petite amibe, elle va chercher une autre amibe pour fusionner et former un nouveau blob. Alors, chez le blob, il y a 720 types sexuels différents. Donc, il faudrait vraiment qu'elle n'ait pas de bol, cette petite amibe, pour ne pas trouver chaussure à son pied. Donc, une fois qu'elle a trouvé chaussure à son pied, elle fusionne pour former une plus grosse amibe. C'est un œuf, c'est comme chez nous, la reproduction sexuée. Et cette amibe va commencer à se nourrir de bactéries. Donc, c'est ces petits bâtonnets. Vous voyez que les bactéries, c'est bien plus petit. Et elle va grandir, grandir, grandir au fil du temps. Et on va commencer à la voir à l'œil nu. Elle va atteindre plusieurs centimètres carrés. Et ensuite, elle va atteindre la maturité. Et elle va former des petites structures qu'on appelle des sporanges ou des sporocystes. C'est pour ça qu'on a cru longtemps que c'était des champignons. Et dans ces petites structures vont être cachés les spores. Et donc, c'est des petites structures, parce que vous ne les voyez pas là, c'est comme des petits pieds avec des petites boules noires. Et à l'intérieur, vous avez plusieurs millions de spores dans chacune de ces petites boules. Et donc, un blob peut donner plusieurs millions de descendants. Et donc, ce cycle peut durer 1 mois à peu près environ. Donc, si on compare le blob à un être humain, nous, on a 100 000 milliards de cellules et le blob, il a une seule cellule. Alors, comment nous, on passe de l'œuf, après la reproduction sexuée, à 100 000 milliards de cellules, par un processus qu'on appelle la mitose. C'est-à-dire que nos cellules, vous voyez, il y a le noyau avec l'ADN à l'intérieur, l'ADN se duplique et les cellules se séparent, se divisent. Et ainsi de suite jusqu'à former un être humain de 100 000 milliards de cellules. Ben, chez le blob, c'est presque pareil, mais il ne va pas jusqu'au bout. Son noyau se divise, mais vous voyez, il reste dans la même cellule. Et donc, ainsi, les noyaux vont se diviser toutes les 8 heures de manière synchrone, et la cellule va grossir, 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 grossir. Et elle peut atteindre des tailles records, puisqu'il est rentré dans le Guinness des records en 1989, avec une cellule de plus de 5,4 mètres carrés. Et c'était un cadeau de départ à la retraite qui avait été fait à un chercheur qui travaillait sur les myxomycètes. Alors l'histoire ne dit pas ce qu'il a fait avec ce blob géant quand il est rentré à la maison le soir. Mais voilà, ses collègues s'étaient beaucoup amusés et du coup avaient appelé le Guinness Book pour enregistrer ce record. Alors le blob, il a aussi une particularité, c'est que vous avez cette grosse cellule qui a plein de noyaux, et donc elle a plein de fois son mode d'emploi, elle a plein de fois de copies de son ADN, ce qui fait que vous pouvez prendre la cellule et la couper en morceaux. Et ces petits morceaux formeront des blobs autonomes, donc ça cicatrise en moins de 2 minutes, donc à partir d'un blob comme ça, vous pouvez en faire plusieurs centaines. Et la particularité aussi de ces morceaux de blob, c'est que s'ils sont génétiquement identiques, ils vont pouvoir fusionner les uns avec les autres. Donc, à partir d'un blob, vous pouvez en faire plusieurs. À partir de plusieurs, vous pouvez en faire qu'un. Donc, c'est assez particulier quand on pense à la notion d'individualité chez le blob. Et c'est ce qui nous a permis, avec le projet Élève ton blob, qui était un projet, vous savez, où on a envoyé le blob dans l'espace, on y reviendra en fin de conférence, on a fait, avec les élèves, le plus grand blob, pas cette fois le plus gros, mais le plus grand blob au monde, un blob de 53 mètres de long. En réalité, on a invité tous les enfants qui avaient participé avec leurs enseignants au projet Élève ton blob à nous rejoindre à Châteauroux avec leur blob. J'avais distribué que des clones. Donc, ils pouvaient tous fusionner les uns avec les autres. Donc, ça nous a pris la journée. On a fait une spirale géante. On a invité un huissier qui a validé le record. Et donc, c'est la plus grande cellule au monde. Le record était détenu par le motoneurone de la baleine bleue. Et donc, voilà, on l'a dépassé de 20 mètres quand même. Donc, les enfants étaient très fiers de ce record. Donc, qu'est-ce qui fait que quelqu'un comme moi, spécialiste du comportement animal, s'intéresse aux blobs ? C'est parce que les blobs, quand vous les regardez en forêt, ils bougent, à la différence des champignons. C'est qu'ils bougent, alors je vous rassure tout de suite, c'est quelques millimètres à l'heure, donc ça ne partira pas vous ramper après en forêt. Alors vous voyez, le blob se déplace, et derrière lui, quand il se déplace, il a un réseau veineux. Donc ça ressemble un petit peu au réseau vasculaire. Et en réalité, c'est assez proche. Si on regarde ce réseau de près, vous verriez que les veines se contractent et se relâchent.
se contractent et se relâchent. Nos veines, elles font pas ça, mais les veines du blob, elles font ça, parce que tout autour des veines, vous avez en fait des protéines contractiles qui s'appellent l'actine et la myosine. Alors, je ne sais pas si vous êtes familier avec ces noms-là. C'est les mêmes protéines contractiles que vous avez dans vos muscles des cuisses. Exactement les mêmes. Et donc, si on compare la cellule du blob à une cellule musculaire de vos cuisses, elle est aussi musclée, la cellule du blob. Donc, c'est une cellule qui est très musclée. Et donc, elle contracte ses veines parce qu'elle utilise le même système que nos intestins, système péristaltique, qui fait que quand elle contracte ses veines, elle pousse le liquide qui coule à l'intérieur. En poussant ce liquide, elle pousse la membrane de la cellule et ainsi, elle peut avancer. Donc, en fait, c'est vraiment comme un système hydraulique. Donc, vous voyez, c'est ces veines qu'on voit à l'intérieur du blob quand on fait un zoom. Donc, c'est un réseau qui est très complexe et d'ailleurs qui intéresse énormément les scientifiques. Et ici, c'est en fait une vue au microscope. Ici, il y a le flux qui fait des allers-retours. Et donc, le sens de circulation change toutes les 90 secondes. Donc, imaginez si ça vous arrivait pareil, vous auriez des petits soucis dans votre système vasculaire. Mais chez le blob, c'est ce qui lui permet d'avancer. En réalité, donc, il pousse le liquide contre la membrane, il fait 2 pas en avant, puis il retire le liquide et donc il fait 2 pas en arrière. Et donc, vous voyez ici ces allers-retours en fait, du liquide intracellulaire qui s'appelle le cytoplasme. Et vous voyez, ça fait des allers-retours et ça transporte les nutriments et l'oxygène dans la cellule. Et donc, ces contractions sont générées par ces fibres contractiles que vous avez autour des veines et qui contractent comme ça régulièrement toutes les 90 secondes. Et donc, ça permet en fait au blob d'avancer. Vous voyez ces petits allers-retours qu'il fait en formant des petites excroissances. Donc, c'est vraiment un système unique de déplacement dans le monde vivant. Et donc le blob, il se déplace après quoi ? Il se déplace après sa nourriture, forcément. Et dans la nature, quand il est très gros, il ne mange pas des bactéries, mais il s'attaque à des gros champignons. Donc vous pouvez voir ici ces 2 champignons de Paris. Cette vidéo, en réalité, c'est 24 heures. Et c'est en accéléré. Je vous rassure, le liquide que vous voyez ici, c'est le liquide qui sort du champignon. Et vous allez voir qu'après 24 heures, il ne reste rien du champignon. Donc si vous prenez des blobs à la fin de la conférence, vous pouvez leur donner des petits champignons de Paris, ils adorent ça. Les cèpes aussi, hein. Mais bon, les cèpes, on les garde pour nous la plupart du temps. Alors en laboratoire, on n'élève pas des champignons. Le blob adore les flocons d'avoine. Alors c'est une bizarrerie, mais il adore ça. Il en raffole. Ce qui est très important, c'est qu'il adore la marque Quakers. On y reviendra, c'est très très important. C'est fondamental. Alors le blob, ici, c'est une vidéo qui dure 12 heures et vous le voyez en train de manger sa portion de flocons d'avoine. Et vous pouvez voir qu'il a doublé de taille. Du coup, en 12 heures, la cellule est 2 fois plus grande. Et donc, il a une croissance qu'on appelle exponentielle. Et donc, si vous prenez votre pile de blobs que vous avez dans votre laboratoire et vous oubliez volontairement d'aller leur donner à manger le week-end, voici ce qui se passe. Le blob, il va aller chercher à manger par lui-même. Et puis, il va retrouver ses petits copains du dessus et du dessous. Ils vont fusionner, ça va former un énorme blob, et vous allez en avoir jusqu'au plafond, parce que quand même à 1 cm à l'heure, sur un week-end, ça peut quand même parcourir une certaine distance, et ça peut devenir assez catastrophique. Mais je vous rassure quand même, en tant que chercheur, on peut partir en vacances. Il y a une chose qui est géniale chez le blob, c'est que si vous le mettez sur un petit papier filtre humide, vous le laissez, vous allez voir, le blob il va se déplacer, il va ramper dans tous les sens. Et le papier va commencer à sécher, puis il n'y a pas de nourriture. Donc le blob, il est dans une situation un peu de stress. Et vous allez voir, il se déplace de plus en plus vite. Et puis, au bout d'un moment, il va complètement sécher. Alors, vous pouvez croire qu'il est mort, mais pas du tout. Il est rentré en forme de dormance. Et d'ailleurs, c'est ce qui est là-bas disponible sur le bureau. Ce sont ce qu'on appelle des sclérotes. C'est des blobs endormis. Donc le blob, il peut rester ainsi plusieurs années dans un état de dormance. Et pour le réveiller, c'est comme les gremlins, c'est aussi facile. Vous prenez votre petit papier séché, et vous mettez une petite goutte d'eau dessus. Vraiment tout simple. Et normalement, en moins de 24 heures, vous voyez les contractions reprendre et il repart. Alors là, il y a un phénomène qui est absolument génial. C'est que le blob, quand vous l'élevez à la maison, il vieillit, comme nous tous. Et alors le vieillissement chez le blob, ça se manifeste par avoir des infections, être un petit peu lent. Et si vous l'endormez et que vous le réveillez, il rajeunit. C'est quand même plutôt pratique. Ce que je dis aux enfants, c'est comme si vous preniez papy-mamie, vous faites sécher. Hop, à la douche. Donc dans la suite du livre, on va vous raconter ensuite les capacités du blob et un des chapitres, c'est les JO de Tokyo, parce qu'en fait cette science, elle a été lancée par les Japonais en particulier, parce que l'empereur Hirohito lui-même était fan des blobs. Et un des plus grands scientifiques à l'heure actuelle sur le blob, c'est Toshiaki Nakagaki, qui travaille sur le blob depuis de longues années et qui a eu le prix Ig Nobel. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le prix Ig Nobel, ce n'est pas le prix Nobel. C'est un prix pour des recherches qui font rire, mais qui sont quand même sérieuses.
Et donc, son expérience la plus connue, c'est l'expérience du labyrinthe. Donc, il a un petit labyrinthe. Et là, ici, il va indiquer l'entrée et la sortie du labyrinthe avec des lettres. Ensuite, il va dessiner en rouge le chemin le plus court dans le labyrinthe. Il va aller ensuite chercher ses blobs. Alors, les blobs détestent la lumière, donc on les garde toujours à l'obscurité parce que les UV sont assez dangereux pour le blob. Donc, vous voyez, il va prendre des tout petits morceaux. Je vous ai dit tout à l'heure, le blob, il cicatrise en moins de 2 minutes, donc ça ne lui pose aucun problème. Et il pose les petits morceaux de blob dans le labyrinthe. Les petits morceaux de blob, une fois dans le labyrinthe, ils sont posés sur un gel humide, donc ils vont vite se déplacer, rencontrer leurs petits camarades et former un unique blob. C'est vraiment le comportement du blob typique. Vous avez un seul blob. Ensuite, Toshi va mettre des flocons d'avoine à l'entrée et à la sortie du labyrinthe. Vous voyez, des quakers, même au Japon. Très important. Et là, vous allez voir que le blob, il va percevoir les flocons d'avoine et vous allez voir les vagues de cytoplasme, regardez le liquide intracellulaire qui bouge dans tous les sens. Et très vite, ce que va faire le blob, c'est se rétracter de toutes les zones qui ne mènent nulle part. Tous les cul-de-sac, vous voyez, il se rétracte. Hop. Et il va garder une seule veine dans le labyrinthe qui va prendre le chemin le plus court. Alors ça, c'est assez impressionnant pour un organisme qui n'a pas de cerveau. Et alors, Toshi est la seule personne qui a eu 2 fois le prix Ig Nobel. Et la deuxième, c'était quand même pour un article publié dans Science, où il a montré que le blob, il était meilleur que les ingénieurs japonais à planifier des réseaux de ferrés. Donc ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait une petite carte du Japon. Alors en jaune, là où il y a le blob, c'est Tokyo. Et les petits points blancs que vous voyez, ce sont en réalité des flocons d'avoine qui sont posés sur les villes qu'il y a autour de Tokyo. Et ils ont lancé le blob. Le blob, qu'est-ce qu'il fait? Il trouve un flocon d'avoine, il est content, il construit des veines très costauds. Et ensuite, Toshi a comparé ce réseau en termes d'efficacité, de coût, de robustesse au réseau ferroviaire japonais. Et il a montré qu'il était plus brillant. Il faut suivre les conseils du blob. Alors, dans le livre, on vous offre l'opportunité de faire la même chose, de comparer le blob à la SNCF, par exemple. Et donc, dans le livre, vous avez plein de recettes. Toutes les expériences que je vais vous présenter maintenant, vous les avez en recette dans le livre avec les matériels de chez vous. Et donc là, on l'a posé sur Paris. Et donc, vous allez voir. Donc ça, c'est les grandes lignes, en fait, de train. Et vous allez voir très vite que le blob n'a pas toutes les lignes. Il est plus court, son réseau. Alors moi, j'étais un peu déçue parce que pour aller à Paris, il faut quand même passer par Bordeaux. Je pensais qu'on pourrait passer tout droit. Mais non, le blob dit comme la SNCF. Il faut passer par Bordeaux. Mais plus sérieusement, nous, on utilise le blob avec une entreprise toulousaine qui s'appelle Labsoft. L'objectif de Labsoft, c'est de limiter l'empreinte carbone. Vous savez, on parle tout le temps de l'avion, le CO2 et l'avion, mais en réalité, c'est Internet qui est le plus gros producteur de CO2, et en particulier les terminaux, donc les écrans, les centres de données et les réseaux de télécommunications. Et donc, nous, notre projet, c'est de voir comment on peut améliorer le réseau pour prendre des chemins moins énergivores. Et donc, comme on n'y arrive pas, on demande au blob. On demande au blob, et comment tu ferais, toi? Et en réalité, il nous propose des solutions qui sont extrêmement efficaces. Donc, ce qu'on fait avec cette entreprise, c'est de transformer en fait ce comportement du blob en algorithme pour pouvoir ensuite prédire de nouveaux réseaux. Et ça marche très bien. Alors dans le livre, je vous montre aussi, je ne peux pas tout vous raconter ce soir, mais que le blob peut résoudre le problème de la tour de Hanoï sans aucun problème, qu'il anticipe mieux la météo que les grenouilles, qu'il peut nager sans aucun souci. Alors là, j'ai emprunté une vidéo à Sarah Berthier, qui est une enseignante qui est devenue fan du blob, où vous voyez le blob nager à la surface de l'eau. C'est assez magnifique. Vous verrez aussi que le blob a sa blob mobile. En fait, il peut diriger un robot sans aucun problème en le connectant à des circuits imprimés. On peut connecter en fait le blob à un robot et vous allez voir le robot se déplacer tout seul. Le blob peut aussi faire de la musique. Il a fait un grand concert avec Eduardo Miranda, qui est un grand musicien en Angleterre. Et tous les deux, ils ont composé une musique. Eduardo Miranda était au piano. Les notes de piano étaient transmises à un ordinateur qui elle-même était transmise au blob, puisque le blob, il émet un champ électrique quand il se contracte. Et donc, ces champs électriques modifiaient les contractions du blob. Et en réponse, ces contractions du blob étaient transmises à un autre piano qui répondait en fait à la mélodie de Eduardo Miranda. Et comme ça, ils ont, tout au long de la soirée, effectué une musique. Alors, vous ne pouvez pas l'écouter ici, mais sachez qu'elle est dans le livre, il y a le lien dans le livre. Vous
pouvez voir, alors les critiques ont dit que c'était très lynchien, donc si vous connaissez les films de David Lynch, voilà. Ensuite, on passe sur un chapitre qui est plutôt sur mes recherches que j'ai fait en Australie sur comment le blob se nourrit. Et donc, c'est Top Chef Australia. En effet, si vous mettez dans une autre variante du labyrinthe, le blob avec un flocon d'avoine au milieu, vous allez voir que très vite, le blob peut se déplacer et aller chercher son flocon d'avoine. On a l'impression qu'il sait où est le flocon d'avoine, parce qu'il y va pratiquement directement. Donc on peut se poser la question de comment il fait. En réalité, le blob, il progresse toujours sur des environnements humides. Et quelle est la propriété des environnements humides? C'est de pouvoir faire diffuser des substances chimiques. Donc si par exemple, dans une boîte, là, j'ai un gel et je mets 2 gouttes de colorant, qu'est-ce qui va se passer si je filme? Vous allez voir que les colorants vont se diffuser dans la boîte, même si je les ai posés juste à un seul endroit. Et ça va créer ce qu'on appelle des cartes chimiques avec des gradients de concentration, ici du moins concentré au plus concentré. Et en réalité, dans l'expérience du labyrinthe, ici, le flocon d'avoine, il diffusait dans l'environnement, les nutriments du flocon diffusaient, et c'est pour ça que le blob pouvait très facilement s'orienter dans le labyrinthe pour trouver le flocon d'avoine. Et au laboratoire, on a ainsi testé plein de substances pour savoir qu'est-ce que le blob pouvait percevoir pour pouvoir l'utiliser comme un biorobot. Et donc, on a testé des substances. Donc, on pose des petites gouttes, mais c'est vraiment des microgrammes dans des litres d'eau, et on regarde comment le blob se comporte. Et il y a certaines substances que le blob évite complètement, et il y a des substances que le blob adore. Et alors, je vais vous donner juste quelques exemples, parce qu'on en a testé des centaines. Le blob adore le cholestérol, la cortisone, les antidépresseurs, les somnifères, le sucre. Il n'aime pas la testostérone, le zinc, le sel, le café. Et il peut détecter, par exemple, les antidépresseurs, c'est vraiment un petit grain dans un grand jerrycan d'eau. Donc c'est pour utiliser le blob pour détecter, par exemple, des polluants dans l'environnement. Et c'est pour ça qu'on a testé énormément de substances. Alors bien sûr, il peut détecter aussi sa nourriture. Donc ça, c'est des expériences qu'on fait très souvent avec les enfants à l'école, où on partage son lunch avec le blob. Et donc là, vous pouvez voir très vite que le blob, il montre des goûts très nets. Il n'aime pas du tout la saucisse de Toulouse, mais il aime bien les tomates. Alors nous, on a fait bien sûr des recherches un petit peu plus sérieuses en laboratoire. On a créé des recettes, vraiment des crèmes brûlées pour blob, où on maîtrisait tout à l'intérieur, la quantité de protéines. Donc on utilisait des protéines en poudre, vous savez que pour les sportifs, des sucres, des vitamines, du gras, des minéraux. Et donc on créait des recettes où on maîtrisait vraiment tout pour connaître en fait l'optimum nutritionnel du blob. Ensuite, on plaçait le blob sur nos crèmes brûlées. Donc on en a fait plus de 32 recettes différentes. Et on testait un peu comme un Top Chef, on regardait si le blob aimait ou aimait pas nos recettes. Et donc ce qu'on faisait, c'est qu'on regardait sa croissance et on les pesait en fait d'expérience pour voir combien ils avaient grossi. Et on a montré ainsi que le blob, il aime bien quand il y a 2 fois plus de protéines que de sucre dans un régime alimentaire. Une fois qu'on savait l'optimum du blob, on lui a posé en fait un problème, c'est le problème de la cafétéria. Vous avez plein de régimes alimentaires, un seul est équilibré, ça veut dire qu'il maximise la croissance du blob. Les autres, ils sont équicaloriques, c'est la même quantité d'énergie, mais il y a soit trop de protéines, soit trop de sucre. Et donc là, je l'ai coloré en rouge, mais bien sûr, dans l'expérience, il n'y avait pas de couleur. Et vous allez voir comment le blob réagit. D'abord, il explore dans toutes les dimensions, vous voyez, et très vite, pof, il se concentre sur son régime optimal. Quand même pas mal. Il est mieux que nous pour équilibrer son régime alimentaire. Et dans le livre, je vous parle aussi d'une nouvelle expérience qui est calquée sur les machines à sous. Alors, quand vous allez dans un casino, pour savoir quelle est la meilleure machine, mais vous les testez toutes, parce qu'elles n'ont pas toutes la même probabilité de succès. Donc, on a posé en fait le même problème au blob. C'est des ponts comme ça, vous voyez ici, qui alternent. Alors, en marron, c'est de l'avoine et en blanc, c'est rien. Et vous avez le blob au milieu, et donc il peut choisir d'aller vers là ou d'aller vers là. Et vous voyez, les récompenses ne sont pas distribuées de la même façon des 2 côtés. Et on essayait de voir si le blob pouvait estimer la quantité proposée de chaque côté. Alors, soit c'était distribué de manière régulière, donc c'était un peu plus facile pour le blob, ou complètement aléatoirement. Et on a montré que la stratégie du blob, c'était d'explorer sur 7 segments, en moyenne, avant de prendre sa décision. Et il choisissait ainsi pratiquement toujours la meilleure option. Donc, il n'avait pas du tout de problème, lui, avec les machines à sous. Alors dans ce chapitre, on vous parle aussi de comment cuisiner le blob. Parce que souvent dans les conférences, on me demande à la fin, dans 99% des cas, est-ce qu'on peut manger le blob? Alors il n'est pas bon, je vous le dis tout de suite.
Mais certaines espèces de ces cousins peuvent être mangées, sont mangées par des communautés amérindiennes, donc au Mexique en particulier, et il est cuisiné souvent avec des tortillas de patatas dans les bois, etc. Donc si vous avez envie de tester, libre à vous. Alors le blob, il détecte des substances chimiques, mais il en produit aussi. Et il en produit une grande diversité. Et ces substances chimiques, elles sont actives contre, par exemple, Escherichia coli. Alors, si vous ne connaissez pas Escherichia coli, c'est les infections urinaires. Voilà, pratique quand même. Le staphylocoque doré, il est donc actif contre le staphylocoque doré, contre Candida albicans. Alors, Candida albicans, c'est les mycoses. Botrytis, c'est la pourriture grise du fruit. Il est aussi actif contre la maladie de Chagas, donc, dont le trypanosome est responsable. Certaines cellules cancéreuses, en particulier celles des tumeurs du côlon. Donc il a des substances actives. Et surtout, il produit une molécule qui s'appelle la polycéphine, qui est une molécule qui peut véhiculer des médicaments à l'intérieur du corps. L'avantage de la polycéphine, c'est qu'elle est biodégradable par le corps, elle n'est pas toxique, mais elle n'est pas détruite par le système immunitaire avant d'arriver à la zone qu'on veut soigner. Donc c'est vraiment en fait là où il y a beaucoup d'espoir pour cette molécule. Ensuite, dans le livre, on vous parle de diversité de blobs, parce que jusqu'à présent, on parle du blob en général, mais comme vous êtes tous différents dans cette salle, mais il existe de nombreux blobs. C'est la même espèce, mais c'est des individus différents. Alors comment on a su ça? Nous, au départ, on n'avait qu'un blob au laboratoire, c'était un blob australien qu'on clonait à outrance, et on lui donnait des flocons d'avoine bio. Et moi, je trouvais ça bizarre d'utiliser qu'un seul blob, donc j'en ai fait venir un des États-Unis, un blob américain. C'est le même individu, c'est juste qu'il est américain. Et lui, il a détesté le flocon d'avoine bio. Il ne mange que du Quaker. Par contre, il pullule dans la poubelle sans aucun problème. Mais pas de flocon d'avoine bio. Et comme un seul blob ne mange pas de flocon d'avoine bio, personne ne mange du flocon d'avoine bio. Parce qu'il faut que tout le monde soit nourri pareil quand on fait des expériences. Donc à cause de lui, tout le monde est nourri au Quaker. Alors, ça nous a intrigué, cette préférence alimentaire qui différait entre deux blobs, et donc on a commencé à collectionner les blobs au laboratoire. Et au début, j'en avais 3, un américain, un australien, un japonais, que j'avais demandé, Toshi m'avait prêté son blob. Et donc vous allez voir, là, c'est juste une expérience de vitesse de déplacement, et vous allez voir que le japonais est extrêmement rapide, alors que l'australien est très très lent. Et ça, c'est toujours comme ça, hein. C'est vraiment, si vous récupérez des blobs australiens, ils sont tout lents. Là, vous avez le blob américain qui est entre deux. Donc vous voyez que le blob japonais, au bout d'un moment, il va s'ennuyer, il va tourner autour de la boîte. Que lui, il n'a toujours pas touché le bord de la boîte. Alors que c'est vraiment à la même vitesse. Donc on a vu qu'il y avait ces différences de vitesse et ça nous a intrigués. Et du coup, on les a mis dans des mini-cafétérias. Donc ici, c'est une mini-cafétéria où on a mis un japonais et ici, un australien. Il y a 2 sources de nourriture. Il y en a une qui est bonne et une qui n'est pas terrible. Ce n'est pas qu'elle est mauvaise, mais elle est moins bonne. Et le but pour le blob, bien sûr, c'est d'aller vers la nourriture préférée. Et on savait de nos expériences précédentes que le blob est tout à fait capable de faire ça. Mais on avait fait toutes nos expériences avec l'australien. Et vous allez voir que ce n'est pas les mêmes capacités selon les blobs. Le japonais, c'est la tête brûlée. Il fonce, réfléchit pas, il se trompe. L'australien, il prend son temps. En prenant son temps, la nourriture, elle a le temps de diffuser dans la boîte. Je vous ai expliqué tout à l'heure que la nourriture est diffusée. Donc quand l'Australien, il part, en fait, il prend une décision éclairée parce que lui, il peut mesurer finalement les différences de concentration. Le Japonais, il part avant que la nourriture ait le temps de diffuser. Donc une fois sur 2, il se trompe. Ensuite, on a fait une autre expérience où cette fois, il n'y a pas 2 nourritures, mais il y a 2 blobs, mais une seule source de nourriture. On voulait voir si ils allaient se la partager. C'est comme si vous avez 2 enfants et vous avez juste une barre de Mars ou de Lion et vous regardez comment ils réagissent. Alors les Américains, c'est tout simple. Il y en a un qui monopolise la source de nourriture et l'autre qui n'a rien à manger. Les Australiens, ils préfèrent aller se voir d'abord. Ils sont très choux, les Australiens. Et les Japonais, ils partagent la nourriture, mais bon, ils se fusionnent, mais arrivent à la nourriture. Mais les Américains, c'est comme s'ils ne se percevaient pas. Et après, on a essayé de les mélanger, mais notre Américain a mangé le Japonais. C'est la revanche de Pearl Harbor. Donc on a arrêté de mélanger nos blobs parce qu'il semblerait que ce n'est pas toujours top de mélanger les blobs. Ça n'arrive pas très souvent, je vous rassure. Et donc dans le livre, je vous raconte tous les blobs qu'on a actuellement. Donc on a Lu, celui qui est parti dans l'espace, qui est le plus résistant de tous les blobs, et c'est celui qui sera distribué ce soir. Vous avez Malu, qui est le plus glouton. Vous avez Mott, qui est un mutant qui ne s'est pas très bien avancé. JM, Jean-Michel. Alors Jean-Michel, le blob est tout le temps malade, il est très fatigant. On a Daywalker, qui supporte très bien la lumière, contrairement aux autres blobs. On a Faux, qui est un petit mutant qui avance tout doucement. Alors lui, c'est pire que l'Australien.
Donc on a l'Américain le cannibale, l'Australien qui adore tous les autres, il les colle tout le temps. On a le Japonais qui est plutôt rapide, mais qui dans les prises de décision, c'est pas top quoi. Et on a Lulu, un blob albinos, c'est le même, mais il a une mutation d'un gène et donc il est blanc, il a perdu sa couleur jaune. Et lui, sa particularité, c'est qu'il est extrêmement capricieux. Ensuite, on passe sur le blob dans l'arène des grands, puisque c'est ce qui a fait qu'il est connu, c'est que le blob est capable d'apprendre sans avoir de système nerveux. Et donc là, dans le livre, je fais un petit historique parce que je ne suis pas la première à avoir démontré l'apprentissage chez les unicellulaires. Ça avait déjà été fait chez des petits organismes qu'on appelle des ciliés. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ces petits organismes. Là, c'est une paramécie. Là, c'est un stentor. C'est des petits organismes unicellulaires. Alors, on les appelle des ciliés parce qu'ils ont plein de petits cils, comme des petits poils tout autour. Et alors ces recherches, elles n'ont pas eu du tout le succès de ce que nous on a fait sur le blob, pour la simple raison que Herbert Jennings il l'a fait en 1902 et à l'époque on pensait que les animaux c'était comme des chaises, donc vous imaginez que les unicellulaires, on n'imaginait pas que ça pouvait apprendre, donc tous les gens se sont moqués de lui. Donc maintenant il a été réhabilité dans les plus grosses revues actuelles, donc c'est assez rigolo. Et après vous avez Béatrice Gelbert qui a fait des expériences dans les années 60 et elle, son problème c'était que c'était une femme. Donc forcément elle ne devait pas dire des choses sérieuses. Donc elle n'a pas été prise au sérieux. Alors nous, on arrive en 2016 avec notre expérience, donc on a de la chance, les gens sont plus ouverts. Et donc on a prouvé que le blob pouvait apprendre à ignorer des choses qu'il n'aime pas. Alors le blob, il y a plein de choses qu'il n'aime pas, je vous l'ai dit tout à l'heure, par exemple, il n'aime pas la vanille, il n'aime pas le café, il n'aime pas le sel. Donc là, le blob, il doit traverser un pont, et dans ce pont, on met cette substance qu'il n'aime pas, et on le fait traverser tous les jours, le même pont, pour voir s'il peut apprendre à ignorer. Et voici le résultat. Vous allez voir que le lundi, le blob, il n'est pas du tout content. Alors, il va essayer de tricher, bien sûr, parce que le blob, il essaye toujours de tricher dans les expériences. D'essayer de passer sur le côté, mais vraiment, il ne veut pas aller sur le substrat. Et vous pouvez voir quand le dernier jour, il traverse sans aucun problème. Et donc, il apprend à ignorer cette substance qu'il n'aime pas, mais qui est inoffensive en réalité. Et alors, donc, on était donc en 2016, les gens étaient quand même plus ouverts d'esprit, mais quand même, il a fallu qu'on répète cette expérience plusieurs milliers de fois pour quand même que la communauté scientifique accepte que, en effet, les blobs pouvaient apprendre. Et donc là, vous voyez deux de mes postdocs qui travaillent au laboratoire, Léa et Christophe, en train d'entraîner des blobs. Donc vous voyez, vous les entraînez en série, comme ça, sur des grandes plaques. Et on les entraîne comme ça par centaines en parallèle. Et ensuite, il faut analyser ces vidéos. Donc, vous imaginez, c'est un travail assez contraignant où vous mesurez la vitesse de déplacement, la forme du blob, etc. Ensuite, on a montré que non seulement le blob, il pouvait apprendre, mais il pouvait transmettre ses apprentissages. Je vous ai dit, le blob, il peut fusionner avec ses congénères. Donc, on s'est dit, est-ce que si un blob qui aime la caféine, à qui on a appris que la caféine, c'était pas mal, et un qui n'a pas appris fusionne, est-ce que les deux peuvent récupérer l'information ? Et on a fait cette expérience avec des chaînes comme ça, de proche en proche. Alors des fois, il y avait un seul blob qui avait appris, des fois, il y en avait deux, etc. Et on a montré que ça marchait à tous les coups. Il suffisait qu'un seul blob dans la chaîne ait l'information, par exemple, comme quoi la caféine est inoffensive, pour que tous les blobs soient entraînés automatiquement. Et donc, c'est assez intéressant parce qu'on a montré que l'information, elle passait de blob en blob par le système veineux, puisqu'il fallait absolument que les systèmes veineux soient connectés pour que ça marche. Parce que quand on faisait le test, en fait, on séparait les blobs une fois que les systèmes veineux s'étaient connectés, et ça marchait uniquement dans ce cas-là. Dans l'avant-dernier chapitre, avant-dernier chapitre, on montre comment le blob, finalement, est devenu un petit peu célèbre. Et personnellement, j'ai commencé à appeler le blob en 2013 dans un TEDx parce que Physarum polycéphalum, ça faisait un peu long. Et c'est comme je le surnommais déjà le blob, on a commencé, dans cette conférence, je l'appelle le blob. Et ça, c'est donc en 2013, donc ça date un peu. Ensuite, c'est en 2017, et c'est grâce à Olivia, qui est là ce soir, où on a fait ce livre, tout ce que vous avez voulu savoir sur le blob sans jamais oser le demander. C'est là où vraiment le blob est rentré auprès du grand public, puisqu'il a été énormément lu, ce livre, par les jeunes, ce qui était assez surprenant. Ensuite, en 2018, il devient célèbre parce qu'il arrive à prédire les résultats de la Coupe du Monde. Alors, je ne l'ai pas refait cette année, je suis désolée. Je n'ai pas eu le temps de regarder ce qui se passait du côté du football. En 2018, voilà, on avait fait quelques vidéos. Ensuite, en 2019, il est rentré aux eaux de Vincennes à Paris. Donc, il peut se vanter d'avoir un 35 mètres carrés à Paris pour lui tout seul. Hein. Tout le monde ne peut pas se vanter d'avoir ça.
Alors c'est un pensionnaire à vie, parce que comme il est quand même un peu immortel biologiquement, à mon avis, ils en ont pour longtemps. Et donc si vous allez au zoo, vous allez voir que pour montrer qu'il avance, ils mettent des petits panneaux. Le blob est ici à 9h, le blob est ici à 11h. Donc il faut faire un tour dans le zoo. En 2020, il devient un acteur dans un film qui s'appelle Le Blob, un génie sans cerveau, qui a été réalisé par Jacques Mitch et produit par Arte et Hauteville Productions, qui s'est vendu dans plus de 20 pays. En 2021, il devient le cadeau de Noël 2021. Alors là, c'était très bizarre. D'un coup, tout le monde voulait des blobs en 2021. En 2022, c'est le CNRS qui s'intéresse aux blobs pour une expérience de science citoyenne où on a fait appel au grand public pour faire de la recherche, pour essayer de partager comment on fait de la recherche, la démarche scientifique, qu'est-ce que c'est la méthodologie expérimentale. Et le but était d'étudier les effets du réchauffement climatique sur le blob. Et donc, on a reçu énormément de candidatures pour ce projet. On a reçu 47 814 personnes qui voulaient travailler sur le blob avec nous, à nos côtés. Alors le problème, c'est que nous, on n'avait pas tout à fait des blobs pour tous ces gens-là. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai épluché pendant les vacances de Noël l'année dernière tous les questionnaires qu'on avait envoyés à toutes ces personnes. C'était très long. Hein. Et très vite, je me suis aperçue que les 47 000 étaient très, très motivés. Et donc, je suis très, très lâche, moi. Et donc, comme il fallait que j'en choisisse 15 000, j'ai dit au blob, vas-y, choisis, toi. Donc, j'ai attribué un nombre aléatoirement aux volontaires, 1, 2 ou 3. Et j'ai dit au blob, le premier groupe que tu choisis, ça sera nos 15 000 volontaires. Donc, si les gens n'étaient pas contents, c'était la faute du blob, c'était pas ma faute. Et donc, dans ce projet, qui est encore à l'heure actuelle, puisqu'en ce moment, on est dans l'analyse de données, on a reçu plus de 770 000 photos de blobs. Il y a des écoles, des EHPAD, on a 50 EHPAD qui participent au projet, on a des associations, on a des familles, on a des gens qui le font au niveau personnel, on a des IME, des gens qui font de l'instruction en famille, on a 3 établissements pénitentiaires aussi qui participent au projet. Et donc, c'était vraiment un gros projet qui demandait énormément d'investissement et les gens sont allés jusqu'au bout. Et la prochaine étape, donc en 2023, c'est de publier nos résultats dans une revue scientifique. Et bien sûr, la dernière aventure qui arrive à presque fin de livre, c'est l'aventure du blob dans l'espace aux côtés de Thomas Pesquet. Mais en réalité, le blob, il a été dans l'espace 3 fois plus que Thomas Pesquet, puisqu'il y a été 6 fois. Et la première fois, c'est dans les années 70, dans un biosat russe. Et il était enfermé avec des rats vivants. Et il cherchait à savoir si les rats pouvaient se reproduire en microgravité. Donc il avait plein de rats autour de lui, le pauvre blob. Et le blob, eux, ils cherchaient à savoir, les Russes, s'ils se déplaçaient plus vite dans l'espace. Et à l'époque, il n'y avait pas des caméras pour regarder. Et donc, ils suivaient en fait les traces laissées par le blob dans la boîte. Et donc ça, c'était sa première aventure spatiale. Et donc, sa 6e, c'est à bord de l'ISS pour le projet Élève ton blob. Alors, c'est un projet qui a été assez difficile à monter parce que le blob était déjà devenu un peu célèbre et l'Agence européenne spatiale avait peur du blob. Alors, ils avaient vu sûrement beaucoup de films de science-fiction. Je ne sais pas si vous avez vu ce film Life, où c'est l'histoire d'un unicellulaire qui prend un petit peu le dessus. Et donc, ils nous ont demandé d'enfermer le blob dans une boîte avec des vis, un joint étanche, des membranes Gore-Tex avec des pores de 5 micromètres, enfermé dans une 2e boîte, enfermé dans une 3e boîte. Thomas Pesquet n'a jamais vu les blobs. Il ne les a pas vus. Tout était filmé, tout était automatisé. Ce que Thomas Pesquet a fait, c'est qu'il avait des petites seringues d'eau qu'il insérait dans les petits trous sur le côté pour réveiller le blob. Et ensuite, il nous a envoyé les données sans avoir... Il ne savait pas si l'expérience avait marché ou pas en réalité. Et donc, il y a 5000 écoles qui ont participé partout en France. Ça représente 350 000 élèves qui ont fait du blob l'année dernière, quand même, c'est beaucoup d'élèves. Alors, ils ont fait du blob. Alors, au début, ils devaient en faire 2 semaines. Ils en ont fait pendant 1 an. Ils ont adoré le blob. Ils m'ont même demandé de leur faire la dictée. Donc, on a fait une dictée sur Zoom qui s'appelait la chasse au blob, avec 300 écoles connectées. Et ils étaient ravis de faire la dictée ce jour-là. Et donc voilà, donc ils ont fait plein d'expériences et ensuite les enfants et Thomas Pesquet m'ont envoyé leurs vidéos que j'ai analysées. Et donc on a pu regarder les résultats. Donc ici vous avez les résultats des écoles, donc c'est plus de 700 jeux de données. Et ici c'est les données de l'ISS. Là c'est la latence de réveil, donc le temps avant que le blob se réveille. Et ici c'est la vitesse de déplacement. Donc vous pouvez voir que le blob va plus vite dans l'espace, ce qui confirme des hypothèses de ses précédents voyages et qui se réveille plus tôt. Donc vous voyez ici la vidéo. Vous allez voir le blob se réveiller. Alors, c'est qualité ISS. Donc
Donc vous allez voir qu'il explore finalement son environnement un petit peu comme il le ferait sur la terre ferme. Donc ce blob-là, il n'avait pas de bol, il n'avait pas à manger. Et donc on voulait voir justement comment il se comportait quand il n'avait pas à manger, en conditions de microgravité. Et vous allez voir, comme dit les enfants, il nous a fait coucou de l'espace. À un moment donné, le blob ici, vous allez voir, il va faire un petit pseudopode en l'air, voilà. Ce qu'il ne fait jamais sur la terre ferme. Donc c'est vraiment un effet, il en fait 2 en réalité, 2 fois coucou. C'est des effets de la microgravité en fait, et du coup il a fait des pseudopodes qui flottaient un peu dans l'air, donc c'était assez joli. Et le dernier chapitre du livre, c'est ce qui va vous aider le plus si vous repartez avec un blob ce soir, c'est comment on adopte un blob. Qu'est-ce qu'on fait avec un blob à la maison? Alors pour vous aider, en plus du livre, vous avez un tutoriel sur YouTube, il dure que 10 minutes, ça vous explique comment commencer un élevage de blob. Mais surtout, ce qui est très intéressant à faire pendant les week-ends avec les enfants ou à l'école, c'est d'aller chasser le blob en forêt. Et pour cela, c'est très facile. Si vous n'en voyez pas sur place, vous récupérez des petits bouts de bois et vous faites ce qu'on appelle la technique de la chambre humide. Vous mettez ces bouts de bois dans des grandes bassines humidifiées et vous attendez. Alors ça va prendre la patience un peu. Il faut vaporiser un peu de l'eau 1 à 2 fois par semaine et vous avez 100% de réussite. Vous allez trouver des espèces. Alors, par contre, quel blob? Vous savez, je vous ai dit, il y a 1000 espèces différentes. Parce qu'en effet, quand vous prenez en fait une cuillère à café de sol dans la nature, il y a plus de 100 000 petites cellules comme ça, de petits bébés blobs qui traînent. Donc à chaque fois que vous les humidifiez chez vous, en fait, vous donnez naissance à de nouveaux blobs. Et donc vraiment, il ne faudrait vraiment pas être chanceux. Nous, on l'a fait il n'y a pas longtemps. Là, on a eu déjà 3 nouvelles espèces. Donc vous pouvez tomber sur des espèces très rares, donc comme Physarum roseum, ce magnifique... c'est la version rouge de Physarum polycephalum, qui est très recherchée. Et donc voilà, donc ça c'est la fin de l'ouvrage. Et après il y a un petit épilogue dont je vous laisse la surprise à la fin si vous achetez le livre. Et donc voilà, donc normalement à la fin du livre, vous avez toutes les clés pour faire des expériences à la maison, mais surtout pour apprendre d'un organisme complètement différent. Et il faut savoir que ces organismes unicellulaires qui peuplent nos forêts, il y en a une énorme diversité. Finalement, si vous prenez un petit microscope, mais vraiment une petite loupe binoculaire, et vous prenez une petite cuillère à café de sol, vous verrez que c'est un micro-Jurassic Park. Vous avez énormément de diversité, on marche dessus toute la journée sans le savoir. Et c'est une biodiversité dont on ne parle pas, mais qui est aussi touchée par les changements climatiques, qu'on est aussi en train de perdre. Et ce sont des organismes qui sont fondamentaux dans les écosystèmes. Le blob, il mange des bactéries, il mange des champignons, ce sont de la matière organique. Et ensuite, en retour, il excrète des minéraux qu'il met dans le sol. Et en fait, il fertilise le sol. Et donc, il nourrit les plantes indirectement. Donc, si vous enleviez tous ces blobs dans une forêt, vous n'auriez plus d'arbres. Donc, c'est vraiment des organismes, et tous ces organismes sont très importants dans l'écosystème. Donc, le but de ce livre, c'était d'en prendre un en particulier, mais on pourrait écrire un livre pour chacun de ces organismes, parce qu'ils sont tous tout aussi fascinants. Je vous remercie. Audrey Dussutour, je suis en pleine séance de drague, quasiment je viens de te dire que ta conférence était magnifique, que tu avais un sourire magnifique. Et donc je te pose la question traditionnelle de Baleine sous gravillon, celle que tout le monde attend quelque part, donc énorme pression sur tes épaules. Audrey, que signifie pour toi ce titre qu'évoque? En fait, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, il y a juste à donner libre cours à ton grand sens de la poésie, chère Audrey. Alors, Baleine sous gravillon, c'est quand on a quelque chose en face de soi et peut-être qu'on ne le voit pas, parce qu'une baleine sous un gravillon, on devrait le voir. Mais peut-être qu'elle est bien cachée, cette baleine. Et donc, je pense que la proximité avec le blob, c'est que le blob, il est partout, il est hyper visible en forêt. Et c'est jaune vif, je veux dire, on ne peut pas le rater. C'est comme si vous voyiez une omelette en forêt, et pourtant, personne n'en parlait. En effet, moi qui viens d'assister à ta conf, je trouve qu'il y a un énorme parallèle, alors c'est un peu facile, mais entre blob sous gravillon et baleine sous gravillon. En fait, c'est un animal que très peu de gens connaissaient. Je renvoie à la conf ou à ta BD ou aux épisodes de Baleine pour comprendre ce qu'est le blog, etc., comment on l'a découvert. Et j'ai appris que c'est toi qui l'avais surnommé comme ça d'après un film d'horreur. Et effectivement, je trouve qu'il y a un petit parallélisme. C'est-à-dire c'est une pelote qu'on a dévidée petit à petit. Tu travailles dessus depuis 2012, c'est ça? 2008 exactement. Et au départ, quand je disais que je travaillais sur Physarum polycephalum, puisqu'au début je disais même pas blob, les gens disaient quoi? Et ça donnait des grandes discussions, c'est sûr. C'est un être que tu as starisé.
Oui, il s'est starisé tout seul en réalité. Enfin, moi j'en ai parlé beaucoup, mais maintenant il fait son petit chemin, je ne le maîtrise plus du tout. Il est décliné en pièces de théâtre, en peinture, c'est des projets que je suis même plus. Non, vraiment, il a sa vie à lui. Et c'est ce que j'aime beaucoup, c'est que les gens se sont appropriés le blob. Il ne m'appartient pas. On le voit dans la conf, il est allé dans l'espace, tu as rassemblé 350 000 écoles en France, si j'ai bien retenu ce que tu as dit dans la conf. Il a fait de toi une femme riche, une femme connue, la copine de Thomas Pesquet. Pas vraiment, je ne connais pas Thomas Pesquet, je ne l'ai jamais rencontré. Je dis ça parce que tu dis que Pesquet a fait des expériences sur le blob que tu as toi-même analysé. Oui, c'est ça, mais on n'a pas été en contact direct avec Thomas Pesquet. Moi, j'ai reçu ses vidéos, mais on a travaillé en collaboration. Mais Thomas Pesquet, en réalité, travaillait avec plus de 100 chercheurs pour la mission Alpha, donc il ne connaissait pas les projets individuellement. Console-toi, tu es quand même au micro de Baleine sous Gravillon. Oui, voilà, mais je préfère être au micro de Baleine sous Gravillon. Audrey, j'ai eu la surprise d'apprendre que tu connaissais Baleine sous Gravillon. Oui, parce que c'est un peu une référence niveau podcast. Ouais, je pense que c'est le meilleur podcast scientifique qu'on a actuellement. Grand merci Audrey. Bon, est-ce que j'ai fait sointer de toi le meilleur, un peu comme le blob? Est-ce qu'on a dit tout ce que tu pouvais / avait envie de dire sur Baleine sous Gravillon? Est-ce que toute la poésie est sortie de toi ou est-ce qu'il reste que quelques petites étoiles, quelques parcelles de poésie? Non, je crois que là, on a tout fait. On a tout dit sur le blob. Et puis surtout, il faut garder un petit peu de mystère pour donner envie de lire le livre. Il y a une petite surprise à la fin, donc je ne veux rien dire. Mais lisez-le parce que vraiment, à la fin, le blob vous livre son plan machiavélique. Un immense merci Audrey. Prends soin de toi et de ce qu'il y a autour de toi et des blobs. Merci beaucoup Marc et que le blob soit avec toi. Voilà, un au revoir qu'on aime. Merci Audrey. C'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir suivi. Pour continuer, nous avons besoin de votre soutien. Et vous pouvez nous aider simplement, en quelques clics et gratuitement. Il suffit par exemple d'utiliser le moteur de recherche solidaire Lilo. Ainsi, chacune de vos recherches sur Internet générera des gouttes qui seront reversées au projet de votre choix, comme Baleine sous Gravillon par exemple. Vous pouvez par ailleurs vous abonner à nos podcasts comme d'habitude, partager les liens, devenir adhérent de l'association BSG ou encore faire un don sur Helloasso ou sur Tipeee. Grand merci par avance. Je remercie tous mes équipiers pour leur aide précieuse. Je vous retrouve bientôt pour de nouveaux épisodes. Et d'ici là, prenez soin de vous et de ce qu'il y a autour de vous. Merci. À bientôt.